Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé. Bonjour à toutes et à tous, 145e numéro de Mobilidé, votre magazine automobile depuis le salon Interclassics à Bruxelles. Aujourd'hui, un salon que tout amateur de la voiture ancienne ne voudrait rater pour rien au monde et pour cause. 40 000 mètres carrés d'exposition sont consacrés aux Youngtimers, aux Oldtimers, mais aussi aux voitures classiques et aux supercars. On ne pouvait pas rêver plus beau cadre pour fêter cette dernière émission de l'année 2024. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Situé dans l'Essonne à 25 minutes de Paris, le circuit de Montlhéry a marqué l'histoire de l'automobile. Avec son anneau de vitesse et une piste tracée dans la forêt, il n'est pourtant plus homologué pour des compétitions. Il y a quelques jours, son centenaire a été fêté avec de nombreux passionnés et des modèles qui ont marqué son histoire. Lancée en 1961, la Simca 1000 se caractérisait par sa forme cubique et son moteur arrière. Mais 9 ans plus tard, la petite populaire devient réellement sportive et compétitive. 3 versions rallye verront le jour. Dans un instant, on vous raconte l'histoire de la version 2, apparue en 1972. S'il y a bien une marque sportive à la française, c'est Alpine. La Renault Captur n'a pas hésité à apposer son blason sur sa dernière version hybride de 145 chevaux. La finition sportive se retrouve-t-elle aussi sous le capot? C'est notre test du mois. Fondée par les frères Maserati le 4 décembre 1914 à Bologne, la marque italienne de voitures de luxe et de sport Maserati fête cette année ses 110 ans. Dans l'ombre de son éternel rival Ferrari, Maserati a connu une longue histoire qui ne fut pas sans heurts, mais elle reste un véritable mythe pour de nombreux passionnés d'automobile d'hier et d'aujourd'hui. La marque au trident est mise à l'honneur ici à Interclassics dans une exposition qui rassemble une vingtaine d'exemplaires, valeur totale près de 40 millions d'euros. Il y a 3 ans, le circuit de Spa-Francorchamps fêtait ses 100 ans. Cette année, c'est un autre circuit qui fête son centenaire, le circuit de Lina-Montlhéry, près de Paris. Moins toboggan, certes, que le toboggan des Ardennes, le circuit français a la particularité de cultiver le souvenir de son passé tout en préparant l'avenir de nos véhicules. L'histoire du circuit de Lina-Montlhéry est déjà bien longue et jalonnée de rebondissements. C'est l'industriel Alexandre Lamblin qui eut l'idée de faire construire un circuit automobile à une époque où on cherchait à battre des records de vitesse et d'endurance. Pour cela, et sous la houlette de l'architecte Raymond Jamin, il fait ériger un anneau de 2,5 km à Lina, petite ville située à 30 km de Paris. Il faudra 1000 tonnes d'acier, 8000 m3 de béton et 6 mois seulement à 2000 ouvriers pour réaliser cet ouvrage dont la base est une charpente à la fois métallique et en béton. Car cet anneau, ou plutôt cet ovale, a des virages concaves particulièrement relevés. Et l'ovale de Lina-Montlhéry, je peux vous garantir que ça grimpe. Compliqué d'arriver en haut. Des centaines de records de vitesse sont rapidement établis sur l'anneau et son propriétaire décide alors de prolonger l'anneau vers un circuit routier. Le légendaire pilote italien Ascari perdra d'ailleurs la vie lors du Grand Prix inaugural. Mais ce circuit se révèle aussi être un gouffre financier qui va ruiner Alexandre Lamblin. Le circuit passe alors dans les mains de Citroën, puis de l'armée, mais juste après la guerre, c'est à l'UTAC que l'État va céder la gestion du circuit. L'UTAC, c'est un organisme de certification de l'industrie automobile, mais aussi des camions et des motos. Et l'UTAC va donc faire à Montlhéry des dizaines de milliers d'essais techniques. Pendant ce temps, des courses continuent à y être organisées. Et lors de sa deuxième visite sur le circuit francilien, le jeune Jackie X y montre tout son talent.
Montlhéry, c'est aussi un autodrome, c'est-à-dire que beaucoup de courses ont eu lieu avant. Il y a un banking très impressionnant. Et c'est vrai qu'en 1967, conduisant je pense, une Mirage, Ford avec Paul Hawkins, je pense, nous avons gagné les 1000 km de Montlhéry. En parallèle, l'INA Montlhéry est aussi très prisée des motards, et notamment de Georges Monneret, plus grand pilote français d'avant 1970, auteur de 183 records du monde et près de 500 victoires. Son fils, Philippe, lui succédera dignement en roulant en endurance et en championnat du monde de vitesse. Aujourd'hui, il possède notamment un centre de pilotage moto à Montlhéry et voit l'histoire de ce circuit perdurer. Déjà ici c'est l'UTAC, et l'UTAC c'est le développement notamment de la voiture autonome, etc. Donc c'est ça qui est énorme, c'est qu'ici on est dans le berceau de l'automobile et de la moto en France, et on a le troisième millénaire quoi, de la technologie. Donc ça c'est magique. Et puis toujours des parades, des démonstrations comme aujourd'hui, voilà. Ça, moi je me vois bien les faire encore pas mal de temps, quoi. Tant que je peux, je roulerai ici. Pour que ce circuit centenaire reste immortel, et aussi le vaisseau amiral du groupe UTAC, qui s'est beaucoup développé depuis 2010, l'entreprise doit continuer à investir année après année. Tous les ans, on a un budget d'investissement pour renforcer les piliers de l'anneau, pour améliorer le circuit routier, pour aussi satisfaire l'ensemble des réglementations automobiles et motos internationales pour qu'on puisse continuer de rouler sur le circuit. Et donc UTAC gère et s'assure que l'avenir de l'autodrome soit radieux, on va dire. Vous savez presque tout à présent de ce circuit, un peu hors du temps, mais qui devrait encore vivre longtemps. Nous sommes présents pour une année très spéciale en 2024 parce que nous avons beaucoup d'anniversaires à fêter, des anniversaires en chiffres ronds ou presque, avec les 50 ans de la Golf, avec 50 ans de présence d'Audi en Belgique, 65 ans pour l'Octavia, 40 ans pour l'Ibiza et 50 ans encore pour une véritable icône du sport automobile, la Porsche 911 Turbo. On est là bien sûr aussi avec Bentley, Lamborghini et Bugatti et Microlino, notre nouvelle microcar. On a souhaité montrer l'évolution de l'automobile. Alors quand on voit par exemple une Golf d'il y a 50 ans et la Golf actuelle, on se rend compte de la manière au niveau technologique par exemple dont les voitures ont évolué. Ça n'a quasiment plus rien à voir. Imaginez-vous, la Golf quand elle a été lancée en 1974, elle avait des freins à tambour à l'avant, quelque chose qu'on a vite abandonné pour passer aux freins à disque par exemple. Mais au niveau sécurité, au niveau environnement, au niveau confort, au niveau acoustique, au niveau look aussi, il y a d'énormes évolutions, ce dont on peut se rendre compte ici au salon. Un invité de prestige ce mois-ci dans le Mobility Studio, François Gemène, tour à tour politologue, professeur d'université, conseiller pour de nombreux gouvernements et organisations internationales. Il est aussi le seul scientifique belge co-auteur des fameux rapports du GIEC. On connaît ses positions en faveur d'une transition écologique rapide. Il était donc intéressant de connaître sa vision et ses positions en matière de mobilité. Bonjour François. Bonjour Damien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, c'est l'occasion de découvrir cette voiture aussi. Absolument. Merci de prendre un petit peu de temps pour parler de différentes choses. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, et ce serait dommage parce que je pense que vous êtes un des plus brillants représentants de notre patrie, vous êtes politologue, vous êtes chercheur et vous êtes notamment co-auteur du dernier rapport du GIEC. Oui. Il y a
des conclusions, des recommandations justement qui sont émises par le GIEC au niveau de la mobilité? Oui, alors il y a des solutions en termes de sobriété dans l'usage de nos véhicules. Par exemple, je n'ai pas la statistique pour la Belgique, mais à mon avis, elle est assez similaire à celle de la France. En France, 52% des déplacements de moins de 2 km sont effectués en voiture. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu, ce qu'on appelle le report modal vers de la mobilité douce, de la marche, du vélo, de la trottinette. Et puis, il y a un enjeu pour les déplacements qui vont continuer à se faire en voiture, et ça restera la majorité des déplacements. Il y a un enjeu à les faire dans des voitures moins polluantes, et donc, dans ce cas-ci, surtout en voiture électrique, qui est quand même la solution technologique déployable à grande échelle la plus évidente pour la voiture. Est-ce que c'est vraiment la voiture qui est pointée du doigt comme étant la meilleure solution, l'électrification de la voiture, ou bien d'autres moyens de transport sont Il y a d'autres moyens de transport. Par exemple, l'avion, les jets privés, les bateaux de croisière. Il y a d'abord vraiment la question des transports publics et du déploiement des transports publics. Si tellement de gens continuent à utiliser leur voiture, aussi notamment dans des zones rurales ou périphériques, c'est parce qu'elles ne sont pas suffisamment desservies par des transports rapides et fiables. Et donc il y a un enjeu qui est du fait que beaucoup de déplacements en voiture sont des déplacements contraints. Et puis évidemment, on travaille aussi à la décarbonation de l'aérien, par exemple, qui est plus compliqué parce qu'on n'a pas de solution technologique pour le moment disponible comme on peut l'avoir pour la voiture électrique, mais il y a quand même toute une série de choses à faire dans l'aérien, notamment en termes de sobriété d'usage, donc par rapport aux vols court courrier et moyen courrier qui peuvent être remplacés par du train par exemple, et puis même pour des vols long courrier, il y a toute une série de choses à faire, notamment en termes d'optimisation des trajectoires, réduire le nombre d'escales, en termes de descente des avions, par exemple avant les avions avaient tendance à descendre par palier, ce qui est plus confortable pour les passagers, mais ce qui est plus risqué en termes de sécurité et surtout ce qui fait consommer beaucoup plus de carburant. Aujourd'hui, on apprend plutôt aux pilotes à descendre en continu, ce qui permet d'économiser du carburant. Et puis, il y a toute une série aussi de ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuels, donc les carburants aériens durables qui sont produits à partir de biomasse. Ça permet d'économiser aussi un petit peu, mais c'est pas du tout la panacée. Et donc, en fait, en l'état actuel, on peut grignoter quelques pourcents de ci, de là. Mais il reste un vrai sujet qui est avec l'aérien, la croissance du trafic aérien. Finalement, par rapport à l'urgence climatique, parce que c'est surtout ça que vous travaillez, est-ce qu'on est en phase, est-ce que ça va assez vite, toutes les technologies, que ce soit l'aviation, que ce soit les voitures électriques, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Primo, et secondo, est-ce que ça va assez vite? Ça va pas assez vite, et on est à peine dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur des transports, de la mobilité, c'est celui qui baisse le moins ses émissions. Et l'Agence européenne de l'environnement prévoit d'ailleurs que c'est un secteur dont les émissions vont continuer à augmenter jusqu'en 2030, notamment parce que nos besoins de mobilité continuent à augmenter. Et donc il y a un vrai enjeu vraiment à décarboner ce secteur. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous réduisez le nombre de déplacements, soit vous parvenez à décarboner les déplacements existants. Et donc c'est là où vraiment on doit mettre les bouchées doubles. Je suis toujours un peu sidéré de voir encore le faible état de déploiement des bornes de recharge électrique pour les voitures électriques en Belgique. Je suis dépité de voir que les flottes de véhicules, des entreprises, des services publics sont encore très peu électriques, alors que c'est vraiment un enjeu fondamental pour développer un marché de l'occasion pour la voiture électrique. Et il y a un enjeu social aussi, parce qu'il faut bien connaître que ces voitures qui restent très chères au coût d'acquisition pour le moment, et que donc il faut absolument qu'il y ait un marché de l'occasion qui se développe le plus rapidement. Ce marché de l'occasion, il se développera si les flottes de voitures professionnelles deviennent électriques, et pour le moment, on est trop lent, Eh bien, très grand merci pour votre éclairage sur cette question. On a compris qu'elle n'est pas simple, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution, mais l'urgence est telle qu'on va devoir mettre tous les fers au feu. On n'a plus le loisir de faire la fine bouche sur des solutions. Ça, c'est des caprices d'enfants gâtés. Super. Et là, on a bien parlé. Je propose d'aller écouter un petit peu de musique. On va écouter un peu de musique à la CMO en hier. Super. Encore merci. Avec plaisir, Damien. Et bonne route. Dans l'industrie automobile française des années 70, la Simca Rally est synonyme de voiture de sport. Turbulente, elle était la concurrente d'une certaine Renault 8 Gordini.
Et aujourd'hui encore, elle fait chavirer le cœur de nombreux passionnés de voitures anciennes. L'exemplaire trouvé par Vincent Franzen dans le test rétro du mois est tout simplement exceptionnel. Redoutable dans les montées historiques, la Simca Rally se montre aussi très à l'aise dans la circulation contemporaine. L'histoire de la Simca 1000, c'est avant tout celle d'un bras de fer avec Renault. Pendant que la marque aux losanges cartonne avec sa Dauphine, Simca doit remplacer la 6, trop peu populaire. C'est en Italie, chez Fiat, qu'Henri Théodore Pigozzi va trouver l'inspiration sous la forme d'un projet avorté de Fiat 1000, peu idéal pour le marché italien, mais en phase avec le marché français. La Simca 1000 était née, officiellement présentée au Salon de l'Auto de Paris en 1962. Ne pouvant renier ses origines, la Simca 1000 reprend l'architecture de la Fiat 600, avec un moteur en porte-à-faux arrière incliné de 15 degrés et offrant une puissance agréable de 45 chevaux. La boîte de vitesse est à 4 rapports et les suspensions à roues indépendantes. Quant à la ligne de la 1000, elle est évidemment d'inspiration italienne et ça, c'est une très bonne nouvelle. Lors de sa présentation parisienne, elle fait sensation. Sa calandre et ses feux arrière, qui ont d'abord été ronds, lui donnent des allures de gros jouet, tandis que sa surface vitrée, importante pour l'époque, lui confère une allure moderne. Ce qui lui vaut d'ailleurs le Grand Prix de l'art et de l'industrie, catégorie voiture de série. Ce qui s'appelle un début sur les chapeaux de roue, un soulagement pour Simca, d'autant que Renault déboulait peu après avec la 8 à l'allure étrangement similaire à cette Simca 1000. Ces différentes versions allaient rapidement faire leur apparition, qu'elles s'appellent GL, GLS ou Spécial, de quoi faire quelque peu monter la puissance, Simca décidait alors de jouer la carte de la sportivité. Il est vrai qu'en face, la Renault 8 était présentée dans une version Gordini nettement plus sauvage. Il n'en fallait pas plus pour que la Simca 1000 Rally voit le jour en 1970. Cette version sportive se distingue d'emblée par son capot noir satiné, son autocollant Gazelle sur les ailes avant et ses deux bandes agrémentées de la mention Simca sur les ailes arrière. L'habitacle se veut lui aussi plus sportif avec la présence d'un compte-tours sur le tableau de bord, tandis que le conducteur profite d'un siège de type baquet. La Simca 1000 Rally constitue en fait le début d'une vraie saga, avec la naissance en février 1972 d'une Rally 1 au look inchangé, mais avec un bloc 1300 cm3 de 60 chevaux dans les entrailles. Puis arrive celle qui nous concerne plus directement, la Rally 2. Au moment où Renault cesse de produire la 8 Gordini au profit d'une 12 Gordini aux roues avant motrices, qui ne répond pas à la même philosophie, Simca décide au contraire d'enfoncer le clou et de débarquer avec un vrai petit bolide donné pour 82 chevaux. De quoi faire le bonheur des amateurs de sportives, mais aussi d'innombrables pilotes réunis sous la bannière du Simca Rally Team. Le succès est énorme et les Simca Rally envahissent les circuits, les rallyes et les courses de côte. Car là est une particularité majeure de la Simca Rally 2, elle est à l'aise partout. Un kit coupe SRT est d'ailleurs proposé en 1977 dans le cadre d'une compétition officielle reposant sur 8 rallyes et 4 épreuves sur circuit. De quoi faire de la Simca une voiture de course dès l'instant où cet équipement n'est pas autorisé sur route ouverte. Il est vrai que ce kit fait passer la puissance de 82 à 110 chevaux, se distinguant par un spoiler avant, des élargisseurs d'ailes en polyester, des jantes spécifiques de 13 pouces, un nouvel arbre à cam, des carburateurs Weber, une barre stabilisatrice, etc. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Une Simca Rally 3 finit par faire son apparition et elle est moins puissante, avec 103 chevaux annoncés. La raison, Simca a décidé d'homologuer sa sportive pour la route, d'où l'adjonction d'une boîte à air à l'admission et d'un silencieux, de quoi priver la Rally d'une petite partie de sa puissance. Produite à 1000 exemplaires seulement et dotée d'une calandre avec des phares rectangulaires, cette Rally 3 est rapidement sold out. En fait, la vente de ces 1000 exemplaires, alors que les Rally 1 et les Rally 2 n'étaient plus produites, sonnait le glas du modèle, construit à 17 000 exemplaires dans l'usine de Poissy. Dès 1978, la Simca 1000 Rally disparaît des catalogues, elle sera remplacée par celle qu'on appellera Chrysler Sunbeam. Si la 1000 Rally n'a sans doute pas eu l'aura de la R8 Gordini, elle reste bien présente sur nos routes et dans les compétitions, comme en atteste notre modèle d'essai. Si toutes les rallyes actuelles ne sont pas nécessairement nées avec cette appellation, ce qui est sûr, c'est que le modèle est désormais très recherché par les fans, à tel point qu'une Rally 2 s'échange aujourd'hui aux alentours de 25 000 €, tandis que la Rally 3 fait plus fort encore. Avec sa 1000 Rally, Simca a incontestablement surfé sur la vague de la sportivité qui avait cours dans les années 70. Mais petit automodeste, le modèle a su se muer en vrai bolide, d'où le choix de cet exemplaire dont la restauration a tout simplement été menée avec maestria.
C'est au cœur des années 70 qu'est née cette Simca et en fait elle est apparue en Italie cette auto et c'est un bon quart de siècle plus tard qu'elle est arrivée en Belgique où elle a été transformée d'une Simca tout à fait normale en cette Simca Rally avec notamment l'adjonction de ces élargisseurs d'ailes, de ce spoiler. C'est un kit carrosserie qu'on appelle tout simplement, croyez-le ou non, le kit Francorchamps. Ça ne s'invente pas bien sûr une fois qu'on est en Belgique. Elle a été depuis lors affinée, totalement terminée et son état est juste exceptionnel maintenant. Son propriétaire l'emmène dans des montées historiques, ce sont des courses de côte sans véritable notion de compétition. Il participe également à des balades et il prend un maximum de plaisir. Lancé en 2019, le Renault Captur fête ses 5 ans d'existence, mais il avait bien besoin d'un petit coup de jeune pour faire face à la concurrence de la Hyundai Kona, du Peugeot 2008 ou encore de la Volkswagen Taiko pour ne citer qu'elle. Le Renault Captur, c'est surtout l'un des crossovers du segment B les plus populaires et dans sa finition Esprit Alpine 2024, je peux vous dire qu'il n'est pas passé inaperçu durant le test du mois. S'il y a bien une couleur associée à la marque sportive du groupe Renault, c'est le bleu. Avec le temps, il s'est décliné et réinventé selon les modèles. Dans ce nouveau Captur, la marque sportive du groupe Renault a donc voulu marquer son empreinte. Quand une voiture prend de l'âge, comme le Renault Captur, lancé dans près de 90 pays il y a déjà plus de 5 ans, un restylage, il est vrai, s'impose, que ce soit au niveau du look ou des technologies embarquées. Ce qui frappe sur ce nouveau Captur, et c'est particulièrement bien réussi, c'est cette face avant. Elle est cubique, elle est plus dynamique, elle correspond mieux à la mode actuelle. Et puis, il y a également cette calandre à facettes avec une partie sur fond noir. On a cette signature lumineuse tout à fait particulière. On a ce capot rehaussé et nervuré sur les côtés. Et puis, bien sûr, le logo nouvelle génération Renault. En fait, c'est pas du tout un restylage dont il est question. On a une nouvelle voiture. C'est moins flagrant dans la partie arrière de la voiture avec juste l'intérieur des phares qui évolue quelque peu. Côté coffre, la capacité varie entre 484 et 1596 litres lorsque tous les sièges sont rabattus. Il y a encore de la place disponible sous ce faux plancher, mais elle est fortement limitée à cause de la roue de secours. À l'intérieur, c'est assez classique, pas de nouvelles planches de bord, mais ce petit bouton à gauche du volant My Safety Switch qui, lorsqu'on appuie 2 fois dessus, permet de désactiver les aides à la conduite qui sont de plus en plus agaçantes, comme l'alerte de survitesse, et ça, c'est top. L'écran tactile est lui aussi plus grand puisqu'il passe à 10,4 pouces au lieu de 9,3 pouces, avec la dernière mise à jour d'Android Auto qui améliore votre expérience de conduite. En le manipulant, on se rend vite compte qu'il est rapide et intuitif. Par ailleurs, on dispose de pas moins de 28 aides à la conduite. Très appréciable aussi les 3 molettes qui ont été remplacées par des boutons pour régler la climatisation, la ventilation ou le dégivrage. Du coup, on gagne de l'espace. À propos d'espace, les banquettes coulissantes à l'arrière permettent d'en gagner 16 cm quand même. Dans notre finition alpine, nous avons des sièges avec des surpiqûres bleues et ce petit drapeau aux couleurs bleu, blanc, rouge ici et là. Les petits détails qui font sa singularité. On ne le verra pas parce qu'on teste cette nouvelle Captur en plein jour, mais une fois la nuit tombée, eh bien l'intérieur est très sombre. Tellement sombre que parfois on distingue difficilement les commandes et puis la caméra de recul. Là, vraiment, la qualité fait défaut, qualité de finition en 2024, c'est un peu dommage. Notre version en test, c'est l'e-Tech Full Hybrid qui développe au total 145 chevaux. Sous le capot, on a un moteur 4 cylindres 1,6 litre qui est couplé à 2 moteurs électriques et une batterie qui permet de rouler en full électrique en ville principalement. De quoi offrir un bel agrément de conduite en consommant moins de 6 litres et c'est tout à fait possible. Le changement entre moteur thermique et électrique, lui, se fait de façon très fluide. Et puis point positif une fois au volant, c'est la très bonne visibilité grâce aux surfaces vitrées.
Cette nouvelle capture, quand bien même elle est dans une finition alpine, n'est pas une voiture sportive. C'est une voiture 100% familiale. La tenue de route est tout à fait correcte et l'insonorisation aussi, même si quand on appuie un petit peu trop franchement sur la pédale d'accélérateur, eh bien, le bruit du moteur 4 cylindres se fait entendre. Renault a équipé son Captur restylé de nouveaux amortisseurs afin de mieux maîtriser les mouvements de caisse et d'éviter les roulis qu'on lui reconnaissait avant. Était-ce nécessaire et est-ce réellement perceptible dans une voiture qui n'offre qu'une puissance de 145 chevaux? La question est posée, mais au final l'essentiel est dans les impressions qu'on a au volant et elles sont globalement bonnes. Quantité et qualité ont plus que jamais rimé sur cette 9e édition d'Interclassics à Bruxelles. L'édition 2025, 10e édition du nom, promet d'être grandiose. La foule était là et on ne peut que s'en réjouir. Le mois prochain, ce sera un numéro spécial Salon de l'Auto qui vous attend. D'ici là, très bonne fête de fin d'année. À très bientôt. Ciao. Autogroupe AOM, partenaire de Mobilidé.